Ouais, bah merci de me laisser le temps pour pouvoir parler de ça. En vrai, ça faisait un moment que je voulais faire une présentation là-dessus. On en avait déjà parlé plusieurs fois, David, mais j'avais jamais vraiment pris le temps. Et du coup, là, je me suis vraiment posé. Je me suis dit, bon, je vais essayer de prendre le sujet dans l'ordre. Et donc, je vais vous parler. Je vais commencer par vous décrire un petit peu deux, trois termes botaniques. Après, je vais parler des différentes espèces de Sarracenia. Et puis après, je vais vous dire un peu l'intérêt que ces espèces elles ont dans l'hybridation, et puis vous montrer quelques petits exemples de comment hybrider et vous donner ma méthode aussi de comment je fais pour faire pousser les plantules, etc. Donc, je vais commencer par une petite introduction. Donc, toutes les photos, c'est les miennes, hein, si jamais, à part quelques-unes où j'ai en fait où j'ai écrit enfin, d'où elles viennent, quoi. Du coup, juste pour commencer par le début. Les Sarracenia, donc c'est un genre de la famille des Sarraceniaceae. Dans la famille des Sarraceniaceae, on a aussi Darlingtonia et Elianthora. Et les Sarracenia, on les trouve, comme vous voyez sur cette photo, principalement, enfin uniquement même en Amérique du Nord, dans leur distribution naturelle, parce que on en a aussi qui ont été implantés à plusieurs endroits, notamment en France, on a Sarracenia purpurea qui a été implanté, qui pose un peu problème d'ailleurs, qui est un peu invasive chez nous. Et en fait, quand vous voyez cette distribution-là, là, on voit qu'on a toute une partie du Canada ici où on trouve des Sarracenia. En fait, tout ça, c'est Sarracenia purpurea, basiquement. Et en fait, quasiment toutes les autres espèces, elles sont juste dans le sud et sud-est des États-Unis par ici, quoi. Et donc, les Sarracenia, on les trouve dans des milieux, pour la grande majorité d'entre eux, dans les milieux type tourbière, par exemple, au Canada. Mais dans les zones un peu plus chaudes, subtropicales ici, on les trouve dans des espèces de prairies ou de pinèdes. Je ne sais pas si vous voyez derrière, mais c'est des espèces de pins, des zones ouvertes comme ça. Donc c'est pour ça que c'est des plantes qui aiment bien le soleil, hein. C'est parce que vraiment dans leur milieu naturel, elles poussent dans des zones un peu inondées comme ça. Donc il n'y a pas beaucoup d'arbres qui arrivent à s'installer. Et en fait, ces milieux, ils sont assez entretenus, c'est-à-dire qu'on met le feu régulièrement, etc., pour justement empêcher que les arbres s'installent et referment le milieu, c'est-à-dire pompe en fait toute l'eau et que ça se transforme en forêt humide et pas en milieu ouvert avec le soleil qui tape, quoi. Donc juste pour décrire quelques termes que je vais utiliser pendant toute la présentation, comme ça au moins on sait de quoi on parle. Donc ça c'est un piège de Sarracenia, c'est donc une feuille, hein, c'est une feuille modifiée. Ce que j'appelle moi le tube, c'est en gros la partie qui va de l'ouverture du piège ici jusqu'en bas. Tous les pièges, vous allez voir, ils ont une espèce de feuille un petit peu ici plate qui sert plutôt à la photosynthèse, en fait, qui fait la jointure entre les deux, enfin, qui fait la jointure du tube. Et ça, c'est ce qui s'appelle l'aile. Le péristome, c'est l'espèce de bouche ici d'entrée du piège. La gorge, c'est cette partie-là, au niveau de l'entrée du tube. L'opercule, c'est le chapeau ici qui empêche l'eau de tomber à l'intérieur des tubes, pour certaines espèces, pas pour toutes les espèces. Et donc, ça, c'est l'entrée du piège. Quand je parle d'entrée du piège, en gros, ça, c'est le péristome et la gorge, quoi. Il y a aussi autre chose que je pouvais pas mettre sur cette photo, mais du coup que je vous mets à côté un peu comme ça, un peu dégueulasse. Ça, c'est ce qui s'appelle des phylodes. Les phylodes, c'est enfin, chez les plantes carnivores, ce qu'on appelle les phylodes, c'est des pièges modifiés qui sont en fait pas carnivores, c'est juste une feuille, et donc ça sert uniquement à la photosynthèse. Et ça sert pas à capturer des espèces, à capturer des insectes. Et en fait, il y a certaines espèces qui font ça, notamment un petit peu Leucophila, Flava et surtout Oreophila. D'autres petits mots de vocabulaire, ce que j'appelle les points de croissance, c'est, vous voyez là, chaque fleur part d'un endroit du rhizome. Donc ça, c'est un rhizome, un peu comme les iris, hein. Donc c'est une espèce de tige souterraine d'où partent les feuilles. Et un point de croissance, c'est un des endroits où part la fleur comme ça et où partent les nouveaux pièges. Là, ce qu'on voit ici en rouge, c'est un nouveau piège, par exemple. Dernier petit truc, alors là c'est moins des termes botaniques et plus des termes vraiment qui marchent pour les plantes carnivores. Ce qu'on appelle les veines, donc ça porte assez bien son nom, hein, c'est pas très compliqué, c'est ces petites choses ici, là, les petites nervures rouges. Les ocelles blanches, c'est les petits points blancs qu'on peut voir chez certaines espèces. Et des fois, je vais parler pendant cette présentation de veines inversées. Donc typiquement, ça, c'est des veines inversées, mais j'y reviendrai. C'est quand on a des veines vertes sur un fond qui est plutôt rouge. Ah, c'est mon chat qui se décide à parler, je ne sais pas si vous l'entendez. Et je vais parler beaucoup aussi de pièges arrondis ou de pièges triangulaires. Les pièges arrondis, c'est des choses qui sont un peu comme ça.
alors que les pièges triangulaires, vous voyez, elles sont plus comme ça en 2 dimensions, quoi. Enfin, ça ressemble, en fait, l'entrée du piège ressemble à un triangle. Ici, on a des opercules qui sont du coup fermés, et ici des opercules qui sont plutôt ouverts, c'est-à-dire qui laissent tomber l'eau dans les tubes. Bon, je vais essayer de passer un peu rapidement sur tous ces trucs-là, hein. Juste pour vous décrire un petit peu la fleur aussi, parce que c'est assez important et on va pas mal en parler en fait, parce que c'est assez important, bah, déjà pour l'hybridation évidemment, mais c'est aussi important pour reconnaître des hybrides ou voir un petit peu à quoi vont ressembler la descendance quand on fait des hybrides. Pour les parties qui sont dites stériles, c'est-à-dire pas les parties qui ont quelque chose à voir avec la reproduction, enfin les parties fertiles quoi. Donc les parties stériles, on a ici 3 petites bractées. Les bractées, c'est des feuilles modifiées. Ici, on a la hampe florale ou la tige florale aussi qu'on peut appeler. Chez les Sarracénias, on a 5 sépales. Les sépales, c'est ces choses ici qui sont en haut. Normalement, c'est plutôt vert, jaune. Sur cette fleur-là, elles sont colorées. Et ça, ces sépales restent. C'est-à-dire que quand les pétales qu'on voit juste en dessous, au bout d'un moment, les pétales en fait vont tomber, vont sécher, vont tomber au bout d'une dizaine de jours, alors que les sépales restent. Pour les parties fertiles de la fleur, c'est-à-dire les parties qui ont directement un lien avec la reproduction, sous les pétales, ici en fait on a les pétales normalement, et sous les pétales on a le pollen qu'on trouve ici, donc ça c'est les étamines, hein. On a le filet et les anthères. Très important, on a aussi le petit parapluie ici, donc en fait le pollen va tomber dans ce parapluie quand le pollen va être mûr. Ici vous voyez en rouge on a les sépales qui restent, hein, donc les sépales ils tombent pas, là les pétales sont tombés. Vous voyez qu'ici, il y en a un qui est un peu sec d'ailleurs. Et pour la partie, le pollen, c'est la partie mâle. Et la partie femelle, c'est donc les stigmates. Alors, on les voit pas trop, j'avais pas de photo, on les voyait bien, mais c'est juste de l'autre côté des petites pointes ici. Donc, on en a 5. Et c'est juste de l'autre côté de ces petites pointes-là, à l'intérieur, enfin, à l'extérieur, en fait, des pétales. Et donc, ces pétales, en fait, empêchent l'autopollinisation. Un petit peu, en vrai, ça arrive que les plantes s'autopollinisent, mais c'est plutôt fait pour empêcher l'autopollinisation. Puisque donc les stigmates ne sont pas au contact du pollen. Et à l'intérieur, donc sous les étamines ici, on a ce qu'on appelle l'ovaire ou ce qui va se transformer en fait en fruit et qui va contenir les graines. Donc maintenant, je vais juste vous décrire rapidement les différentes espèces de Sarracenia. Je vais revenir dessus pour vous parler un peu de leur intérêt dans l'hybridation. Là, je vous fais plus une description, on va dire, botanique, quoi. Juste pour vous montrer un peu la tête qu'elles ont et leurs caractéristiques. Donc tout d'abord, on a Sarracenia alata, qui ressemble à ça. Voilà, donc c'est une plante, vous voyez, elle est assez triangulaire ici. Voilà, ça c'est ce que j'appelle une entrée triangulaire. Et elle a les pétales, enfin les fleurs, les pétales des fleurs qui sont plutôt blancs ou jaune pâle. Il faut savoir que Sarracenia alata, elle existe en tout un tas de variétés, donc je vais vous en montrer quelques-unes. Donc ça, c'est la variété alata, c'est la variété un peu de base. Il y a la variété Atrorubra, donc qui a tendance à devenir complètement rouge, comme on voit ici. Bon, en réalité, elle a un peu de mal à complètement se colorer en rouge, mais voilà, ça devient à peu près comme ce que vous voyez ici. On a la variété Cuprea, qui est un peu comme Sarracenia flava, c'est-à-dire qu'en fait, l'opercule a tendance à se colorer de cuivré, comme vous voyez ici. On a variété Nigropurpurea qui ressemble beaucoup à Atrorubra en vrai, mais qui se colore plutôt de rouge foncé, de rouge pourpre, quoi. Et pareil, c'est un peu compliqué en réalité d'avoir une coloration vraiment noire. Il y a quelques clones qui arrivent, mais il faut surtout en fait une situation super ensoleillée et pas mal de chaleur, mais c'est un peu compliqué chez nous en vrai. On a la variété Ornata. Donc la particularité de cette variété, c'est qu'en fait les veines sont à l'extérieur du piège et pas à l'intérieur du piège comme c'est le cas chez la variété Alata. Bon, en réalité, il y a quelques plantes qui sont vraiment ornata, on va dire, qui ont vraiment les caractéristiques de Sarracenia alata var ornata, mais en vrai, c'est un peu compliqué de la trouver par rapport à chez Sarracenia flava, où là, vraiment, on a vraiment beaucoup de clones qui sont ornata, quoi. Ensuite, on a var rubrio perculata. C'est un truc un peu compliqué, c'est ce qu'on appelait juste red lead avant, donc c'est le dessous de l'opercule qui est complètement rouge. Mais vous voyez, normalement, le veinage est à l'intérieur du piège et pas à l'extérieur. Donc ça, c'est un vrai rubrio perculata. Mais si vous voyez une plante qui a ces caractéristiques-là
plus du veinage à l'extérieur. C'est soi-disant un croisement entre ces deux variétés-là. Bref, moi je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux tout ça. La plupart du temps, les ornata ont le dessous du chapeau qui est rouge, enfin le dessous de l'opercule, et les rubri operculata sont plutôt veinés à l'extérieur. Bref, c'est un peu, voilà, des trucs de botaniste, quoi. Et puis, on a la forme, alors ça, c'est pas une variété, c'est une forme, la forme viridescence. Vous allez voir ce genre, ce terme-là, on va beaucoup le voir parce qu'en fait, c'est issu d'une mutation assez basique qui fait que la plante peut pas produire de couleur rouge. Donc là, vous voyez, c'est pas exactement la bonne plante parce que ici, vous voyez qu'elle a des rayures rouges. Mais normalement, c'est une plante qui est donc complètement verte et vous allez voir qu'on a exactement la même chose dans toutes les autres espèces. Sarracenia flava, là aussi on a beaucoup de variétés, donc accrochez-vous. Celle-ci, elle a plutôt, donc vous voyez l'entrée du piège qui est arrondie comme ça, elle fait des fleurs magnifiques, peut-être même les plus jolies fleurs de toutes les Sarracenia, qui sont jaunes vifs avec des pétales assez longs comme ça. Donc ça, c'est la variété flava var flava. Ici, vous avez, donc c'est-à-dire la variété normale. Hein. Ici, vous avez Sarracenia flava var atropurpurea. Donc, elle est censée être complètement rouge, c'est-à-dire l'intérieur du piège est rouge, l'opercule est rouge dessus, dessous. On a la variété cuprea, donc c'est-à-dire avec l'opercule qui est cuivré comme ça, exactement pareil que comme alata en fait. La variété maxima, alors là, pour faire attention, il y a pas mal de gens qui confondent la variété maxima qui ressemble à ça, donc qui est complètement verte, mais qui a des anthocyanes, c'est-à-dire que les jeunes pousses sont rouges, mais les pièges, après, en grandissant, perdent les rayures rouges et la couleur rouge. Et on a aussi un clone, on a aussi un cultivar qui s'appelle Maxima. Alors ça, c'était pas très malin, mais du coup, c'est juste un Sarracenia flava normal, donc var flava, qui est juste un peu grand, quoi. Mais la variété Maxima est verte, comme ça. Ensuite, on a var ornata, encore une fois, donc vous voyez, avec des plantes qui sont bien veinées, des pièges qui sont un peu plus trapus aussi, généralement. Var rubricorpora. Alors là, c'est pas un vrai rubricorpora, mais je vous ai mis cette photo parce que je trouve qu'on voyait bien les caractéristiques. Rubricorpora, normalement, a le tube qui est rouge, mais le péristome et l'opercule, normalement, restent plutôt jaunes. Voilà, donc c'est un peu différent de Var atropurpurea, qui est censé, lui, devenir complètement rouge. On a la variété Rugeli qui est très reconnaissable avec la tache rouge comme ça dans la gorge et aucune veine normalement sur le reste du piège. Et encore une fois, la forme viridescente, c'est-à-dire une forme sans aucune anthocyane, donc qui est un peu vert fluo, quoi, comme vous pouvez voir ici. Sarracenia leucophila. Bon, maintenant, il y a un petit peu moins de variétés de formes différentes, donc ça va aller un peu plus vite. Bon, bah, elle est reconnaissable forcément avec les ocelles blanches comme ça. La fleur est rouge avec des pétales un peu plus petits comme ça, rouge pourpre. Mais alors, il y a quand même une variété qui a été décrite. Bon, c'est un peu compliqué en réalité de voir la différence parfois, mais bon, elle a été décrite, alors je vous la transmets. C'est la variété Alba, qui en fait, on n'a pas juste des ocelles blanches, on a normalement le haut du piège qui est complètement blanc. Avec le péristome ici aussi qui est complètement blanc et l'entrée, en fait, toute l'entrée du piège est complètement blanc. Voilà. Donc ça serait la variété Alba. Et on a aussi une forme viridescence, évidemment, c'est-à-dire une forme complètement verte, sans anthocyane, donc sans couleur rouge. Sarracenia minor, une super espèce vraiment jolie, qui est toute petite et plutôt subtropicale, quoi. Elle pousse vraiment au chaud. Sarracenia minor, elle a sa forme aussi viridescence, qui a donc pas d'anthocyane, donc pas de couleur rouge. Ça, c'est pas ma photo. Et on a une forme géante. Donc Sarracenia minor, elle s'appelle minor parce qu'elle est petite. En fait, elle fait, je sais pas, 40, 50 cm maximum. Mais il y a une variété qui pousse à un endroit très précis dans le lac de Okefenokee, qui devient vraiment super grande. Elle peut atteindre 1 mètre de hauteur. Mais elle a exactement la même tête que l'espèce de base Sarracenia minor. Sarracenia aureophylla, peut-être la moins connue des Sarracenia, un peu moins cultivée aussi parce qu'elle n'a pas beaucoup de formes, de variations et tout. Il en reste très très peu dans la nature, elle est en danger critique d'extinction.
Et c'est une espèce qui ressemble un petit peu à Sarracenia flava dans l'idée, quoi. Il y a quand même une forme ornata. Alors attention, ça c'est pas ses fleurs, hein. Les fleurs elles sont jaunes. Ça c'est les fleurs d'une autre plante derrière. Et on a quand même donc une variété ornata, c'est-à-dire qui est veinée, quoi. Alors peut-être la plus différente de toutes les espèces de Sarracenia, la Sarracenia psittacina, qui a évolué pour pouvoir capturer des insectes ou des petites bêtes, des petits arthropodes aquatiques. Donc en fait, l'entrée du piège est là-dessous et cette plante, elle peut vivre sous l'eau sans aucun problème. Voilà, donc Psittacina, oups, ouais. Psittacina, il y a plusieurs variétés. Donc la variété normale, Psittacina, ce qui ressemble à ça. Encore une fois, une variété Psittacina viridescens, c'est-à-dire qui a pas de couleur rouge, encore une fois, qui a pas d'anthocyane. On a une variété géante qui vient à peu près du même endroit d'ailleurs que la variété géante de Sarracenia minor, ce qui est un peu bizarre, qui vient de Okefenoki, donc une variété var okefenokensis qui fait 3-4 fois la taille de Sarracenia psittacina normale. Et cette variété Okefenokensis a aussi sa forme donc géante, mais aussi verte, c'est-à-dire sans anthocyane, qui s'appelle forme Luteo viridis. Sarracenia purpurea, donc celle qui a la plus grande distribution parmi toutes les Sarracenia, celle qu'on trouve dans tout le Canada, celle qui est même chez nous en fait. Alors celle-là, elle a pas mal de sous-espèces et de formes aussi, je vais essayer de les passer vite. Donc elle reste petite, hein, c'est l'unique Sarracenia avec Psittacina qui fait pas des pièges qui montent en hauteur. Et les fleurs ressemblent un peu aux fleurs de Leucophila, quoi. Elles sont un peu rouges pourpres. On a sous-espèce purpurea, donc c'est la basique, c'est celle-là. On a la forme sans anthocyane, évidemment. On a la sous-espèce Venoza, qui est en fait plus trapue, elle est plus tropicale aussi, elle pousse plus au sud. Donc plus trapue, elle est plus poilue aussi. On a évidemment la forme sans anthocyane de cette sous-espèce-là. On a une variété, donc là on est à Sarracenia purpurea, sous-espèce Venosa, variété Burki, qui est parfois sortie comme une espèce à part entière parce qu'elle a les fleurs roses et pas les fleurs rouges, quoi. Et le dessous des pétales, donc vous voyez les pétales sont bien roses, le dessous des pétales est blanc, donc c'est assez différent, mais en vrai la plante a vraiment la même tête, quoi. Et cette variété a elle-même, du coup, sa forme sans anthocyane. Donc là, on est à Sarracenia purpurea, sous-espèce Venosa, var burki, forme luteola. Voilà. Un truc un peu de fou, quoi. On a une autre variété qui s'appelle variété Montana, qui est, bon, pour moi, elle n'a pas grand-chose de différent. Enfin, elle est plus compliquée, en fait, à cerner, je trouve. On dirait un peu un truc intermédiaire entre Venosa et purpurea. C'est un truc un peu comme ça, entre les deux, quoi. Et pour terminer, peut-être le plus gros foutoir botanique, enfin taxonomique chez les Sarracenia, c'est Sarracenia rubra. On n'en entend pas trop parler de celle-là, alors qu'il y a une diversité vraiment de fou dans les sous-espèces et tout, mais elle n'est pas trop cultivée, c'est dommage. Elle fait des fleurs super mignonnes, regardez, elles sont vraiment toutes petites et rouge pourpre. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette espèce. Et alors là, accrochez-vous, ça va être un peu compliqué. On a d'abord la sous-espèce rubra, donc qui ressemble à ça. Dans l'idée, ça ressemble un peu à Sarracenia alata qu'on a vu au début. Vous avez vu que la fleur, c'est pas du tout la même, hein. Mais dans l'idée, c'est un peu la même chose avec cet opercule un peu allongé comme ça, un peu plongeant, triangulaire. Vous allez voir que là, je vous range pas les sous-espèces dans l'ordre parce que en fait, il y a vraiment deux groupes distincts de sous-espèces chez Sarracenia rubra et certaines personnes sortent un groupe de sous-espèces en tant qu'espèce à part entière. Et vous allez voir que ça peut avoir du sens parce que vraiment, il y a des trucs très différents. Pour moi, entre la sous-espèce rubra et la sous-espèce gulfensis, il y a vraiment très très peu de différence. Gulfensis est un peu plus trapu, je dirais, mais dans l'idée, c'est vraiment la même chose. Gulfensis a sa forme luteoviridis, c'est-à-dire sans anthocyane. Ça, c'est vraiment le truc que vous allez retenir, je pense. Et on a la sous-espèce jaunésie. Alors là, pareil, moi, je vois pas énormément de différence avec Gulfensis et rubra. Il doit y en avoir, mais c'est pas, bon voilà, surtout des espèces qui vivent dans des zones en fait très différentes et qui communiquent pas trop entre elles. Mais en réalité, pour moi, c'est assez proche, quoi. Ça pourrait même être du alata, ça, hein, je trouve. Ça se ressemble beaucoup, quoi. Et Jonesia, sa forme viridescence, on passe. Et voilà, l'autre groupe de sous-espèces qui est vraiment différent,
et qui est du coup parfois sorti en tant que Sarracenia alabamensis. C'est donc cette sous-espèce-là, Sarracenia alabamensis, vous voyez, qui a rien à voir vraiment avec Rubra, je trouve, qui est plus massive, plus costaud, un peu plus grande, avec des pièges vraiment plus gros, quoi. Et la sous-espèce Very, qui ressemble aussi un peu à celle juste au-dessus, avec des pièges un peu plus dodus, on va dire. Et chez Rubra, c'est vraiment un bazar. Il y a encore plein d'autres trucs qui ont été décrits, des formes, des machins, des trucs ancestraux, je sais pas quoi. Bref, c'est vraiment un foutoir pas possible. C'est un peu l'espèce fourre-tout, quoi. Bon, après cette grosse introduction sur les différentes espèces, je vais juste vous parler rapidement de l'hybridation. Et déjà, bah, qu'est-ce que c'est un hybride? Qu'est-ce que c'est une hybridation? L'hybridation, c'est le fait de mélanger deux espèces pour avoir une descendance. Donc là, par exemple, vous avez une espèce ici, Sarracenia flava varugeli, avec des fleurs jaunes, la tache dans la gorge ici. Si vous hybridez cette plante avec Sarracenia leucophylla que vous voyez ici, avec des fleurs rouges pourpres, vous allez avoir quelque chose d'intermédiaire entre les deux espèces. Là, c'est Sarracenia X murrei, l'hybride donc entre flava et leucophylla, où vous avez des caractéristiques du coup des deux parents, mais un petit peu moins visible, si vous voulez. Donc, vous avez quand même la tache rouge ici qui vient de Sarracenia flava varugeli, et aussi les ocelles blanches qui viennent donc de Sarracenia leucophylla. Et puis, vous voyez que la fleur, bah, c'est quelque chose d'intermédiaire. Donc, là, enfin, vous avez du jaune ici, du rouge pourpre ici, et donc vous allez avoir un truc un peu orangé euh, au niveau de l'hybride. Donc, il faut savoir que chez les Sarracenia, on a pas mal d'hybrides naturels. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des espèces qui poussent un peu au même endroit dans la nature et qui s'hybrident, hein. Et il faut savoir que chez les Sarracenia, chez beaucoup d'espèces de plantes d'ailleurs, c'est pas pareil que chez les animaux, c'est-à-dire que les hybrides assez souvent sont pas stériles, donc c'est-à-dire qu'ils sont fertiles. Donc en fait, ils peuvent avoir une descendance aussi. C'est-à-dire que les hybrides, vous pouvez les hybrider à l'infini et vous aurez toujours des plantes fertiles, alors que chez les animaux, vous savez, si vous hybridez, je sais pas, un lion et un tigre, la descendance, elle va être stérile et donc elle va pas pouvoir se reproduire. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est des plantes qui génétiquement sont quand même globalement assez proches parce qu'elles arrivent encore à s'hybrider entre elles. Alors, j'avais reçu une question de Vernon, d'ailleurs, merci pour la question, quand j'avais fait un peu de pub là pour cette présentation, qu'il avait dit, il m'avait demandé qu'est-ce que c'est une introgression, parce qu'on parle souvent de ce terme-là, on dit ah oui, ça c'est telle plante introgressée, alors, c'est de la traduction de l'anglais, je ne sais pas si ça se dit en français, mais avec telle autre espèce. Bon, je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est un Sarracenia alata, totalement basique, tout ce qu'il a de plus basique. Fleurs blanches, l'entrée du piège un peu triangulaire comme ça, les veines à l'intérieur, l'opercule complètement droit, sans poils, sans ocelles blanches, complètement vert, etc. C'est Sarracenia alata. Bon, il s'avère que j'avais un clone de Sarracenia alata qui était introgressé avec Leucophylla. C'est-à-dire que globalement, la plante a la tête de Alata, mais en fait, sur certains pièges, avec dans certaines conditions, bien ensoleillées, etc., on pouvait voir que l'opercule avait tendance à se délaver un petit peu, et on voyait un peu des ocelles blanches apparaître, vous voyez, un peu des points blancs, quoi. Si vous regardez l'opercule, il est un tout petit peu ondulé aussi, vous voyez? Ça fait une espèce de petite vague un peu comme ça. Bah, ça, c'est pas vraiment caractéristique de Alata, normalement. Et si vous regardez la fleur, elle n'était pas vraiment jaune pâle et blanche, elle avait des reflets un peu cuivrés, un peu orange. Bon bah ça typiquement, c'est un Sarracenia alata qui est introgressé avec un Sarracenia leucophylla. C'est-à-dire que peut-être que ses arrière-grands-parents, enfin parmi ses arrière-arrière-grands-parents, il y avait un Sarracenia leucophylla. Sauf que ça a été recroisé tellement de fois avec du alata normal, pur, qu'au final, on voit quasiment plus les patterns de Sarracenia leucophylla. Voilà, donc ça, c'est une introgression. On peut l'appeler Sarracenia alata, parce qu'elle a vraiment toutes les caractéristiques de Sarracenia alata, mais en vrai, on voit qu'il y a un petit peu de leucophylla dans la génétique. Et en vrai, ça se passe pour énormément de plantes. On verra ça un peu plus tard. Ok, maintenant je vais juste repasser en revue un petit peu les espèces et je vais juste vous donner leurs caractéristiques et leur intérêt en fait pour l'hybridation de ce que moi j'ai vu en fait avec mes expériences un peu d'hybridation que je fais depuis environ une quinzaine d'années quoi.
Si on recommence avec Sarracenia alata, c'est une plante qui est plutôt rustique, donc ça peut être intéressant. Enfin, elle est ni très rustique, ni voilà, ni elle craint pas le froid, quoi. On va dire qu'elle a une rusticité moyenne pour une Sarracenia, donc elle pousse partout en France, en tout cas partout, même à l'extérieur, quoi, voire partout en Europe, en fait. La période de croissance, c'est quelque chose qui est assez important, parce que c'est quelque chose qui passe assez bien à la descendance. Chez Alata, c'est sympa parce qu'elle pousse globalement toute l'année, un petit peu plus en automne qu'au printemps. Au printemps, elle va faire des pièges un peu plus fins, un petit peu moins de pièges. En automne, elle va en faire un peu plus. Euh, la couleur des fleurs, comme je vous ai dit, elle est blanche et jaune, donc ça passe assez bien aussi. Et la couleur des pièges est variable parce que vous avez vu, il y a 50 000 variétés et tout, donc en fait, il y a une palette assez incroyable pour jouer avec pour les hybridations. Et c'est le genre de choses qui est important et qui passe à la descendance. Ce que j'appelle caractéristiques propres que je vais vous montrer, c'est des choses que vous pouvez voir dans des hybrides et qui vont vous faire, qui vont vous donner en fait l'information qu'il y a probablement Alata dans la parenté. Donc les choses qui passent très bien à la descendance et qui sont vraiment typiques de cette espèce-là, c'est la forme vraiment triangulaire là des pièges et de l'opercule. Et puis ce rouge que vous avez sous l'opercule, là il y a vraiment que cette espèce-là qui fait ça. Donc, si jamais vous voyez un hybride où vous savez pas trop ce qu'est une plante et vous voyez ce genre de caractéristiques, vous pouvez être sûr que ça vient de Sarracenia alata. Et maintenant, vous savez que ça vient de la variété Rubrio perculata exactement. L'intérêt pour l'hybridation pour cette espèce, c'est que elle est très productive en termes de pièges et surtout, elle produit des pièges toute l'année. Et ça, c'est vraiment sympa parce que c'est pas toutes les espèces qui ont ça. Généralement, les plantes poussent soit au printemps, soit à l'automne. Alata, elle pousse vraiment toute l'année, quoi. Euh, En plus de ça, elle se divise assez rapidement au niveau des rhizomes, donc on a assez vite des divisions, etc. C'est vraiment pratique. Et comme je vous ai dit, il y a énormément de variétés différentes, comme je vous ai montré au début. Donc en fait, pour jouer avec l'hybridation, c'est vraiment sympa. Et en plus, c'est vraiment sous-coté, quoi. Autant des hybrides entre Flava et Leucophila, on en a eu plein, des X Morei. Autant avec Alata, on peut avoir des hybrides vraiment super beaux. Il y a une diversité incroyable avec laquelle on peut jouer et il n'y a pas grand-chose qui a été fait pour l'instant. Ça, par exemple, c'est un X Areolata, donc un hybride entre Leucophila et Alata. Et j'en ai fait plein, plein, plein il y a quelques années et je trouve que c'est des hybrides magnifiques, quoi. Typiquement, là, vous voyez bien le rouge sous l'opercule et la forme vraiment triangulaire qui laisse vraiment aucun doute sur la parenté. Voilà, ça c'était juste pour vous dire qu'il y avait beaucoup de variétés. Il y en a même qui sont complètement rouges et donc ça peut faire des hybrides vraiment sympas. Sarracenia flava. Alors c'est une des espèces les plus rustiques. C'est une des espèces qui pousse le plus au nord aussi aux États-Unis. Donc celle-là, voilà, si vous voulez un truc costaud et si vous vivez dans des régions un peu froides, il n'y a vraiment aucun problème, vous pouvez la mettre dehors sans aucun souci. Elle pousse quasiment que au printemps. Parfois en automne, vous voyez, elle fait ici, là, on voit un peu les phyllodes. Donc ça devait être en été, j'imagine, ou alors c'est les phyllodes de l'année d'avant. Mais généralement, il y a assez peu de croissance quand même en automne. La couleur des fleurs est jaune et la couleur des pièges est variable parce que je vous ai dit, enfin je vous ai montré, il y a plein de variétés différentes. Les caractéristiques qui sont propres à Flava, je dirais que c'est la forme un peu arrondie comme ça des pièges. Euh, la taille des fleurs aussi, j'ai l'impression que ça passe assez bien à la descendance, c'est une espèce de grosses fleurs jaunes, jaune vif, et la production de phyllodes qui sont longs, en fait, enfin qui sont en hauteur, ça laisse absolument aucun doute parce que c'est quasiment la seule à le faire, avec parfois un petit peu Leucophila, mais c'est surtout celle-là qui fait ça. L'intérêt pour l'hybridation, bah, comme je vous ai dit, il y a énormément de variétés. Je vais vous montrer deux, trois photos de clones qui sont vraiment magnifiques, je trouve. La taille des pièges aussi, parce que c'est peut-être la plus grande des Sarracenia, qui peut atteindre le mètre sans grande difficulté pour certaines variétés, certains clones. Il y a beaucoup de couleurs et de patterns différents sur les pièges. Vous voyez avec l'opercule ici qui est complètement cuivré. On a celle avec la tache rouge dans la gorge, etc. Donc il y a plein de patterns et de couleurs différentes. Et comme je vous ai dit, bah, ça donne quand même une grosse rusticité aux hybrides et une grosse croissance printanière, quoi. Juste pour vous montrer deux, trois clones que j'aime beaucoup.
Donc ça, c'est un Cuprea vraiment sympa. J'adore la forme, enfin la tête de cette plante-là. On a des Maxima qui ressemblent aussi à ça. Vous voyez avec le petit éperon, ça s'appelle ces petites choses-là, là. Des trucs vraiment plus mastoc, plus solides, un peu plus bas aussi en taille, mais vraiment plus solides, quoi. Des ornata comme ça. On a des formes aussi comme ça qui sont très 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 jolies. Moi j'aime beaucoup, c'est quand l'opercule retombe comme ça par-dessus la planche, je trouve ça magnifique. Voilà, des espèces de taches rouges dans la gorge complètement accentuées. La variété Rugeli qui est vraiment magnifique aussi. Et il y a de plus en plus de clones qui sortent aussi comme ça, donc sans opercule. Ça se transmet pas très bien à la descendance, mais comme il y a quelques autres espèces qu'on commence à trouver avec la même mutation, on commence à avoir des hybrides qui gardent ces caractéristiques-là. Sarracenia leucophylla, donc une rusticité plutôt normale, elle peut pousser dehors sans trop de problèmes, elle va survivre quoi. Le problème, c'est qu'en fait, elle pousse surtout à l'automne, à partir de la fin d'été, en août, septembre. Donc, si vous la faites pousser dehors dans des régions un peu froides, elle va démarrer un peu plus tard au printemps, elle va démarrer en mai, juin, parfois même juillet. Et du coup, elle n'aura pas le temps de faire sa deuxième poussée de croissance, et donc elle n'aura pas le temps en fait de montrer vraiment son plein potentiel. Pour moi, chez nous, le Sarracenia leucophylla, elle doit vraiment pousser en serre parce que c'est là où elle montre toutes ses caractéristiques, on va dire. La couleur des fleurs, c'est rouge pourpre, et puis évidemment, la couleur des pièges, c'est blanc. Hein. C'est ça l'intérêt vraiment de cette espèce-là. Donc, les caractéristiques propres qu'on va trouver chez les hybrides, c'est évidemment les ocelles blanches, les pièges plutôt arrondis, mais ça dépend. Et ce qui passe beaucoup à la descendance, c'est cet opercule, vous voyez, complètement ondulé comme ça. Ça, c'est généralement des choses. Il y a aussi Purpurea qui fait ça, mais comme Purpurea a une forme très différente, généralement, si on a une plante qui est un peu en hauteur, avec des pièges plutôt fins et élancés, et qui a des ocelles blanches plus l'opercule un peu ondulé, bon bah c'est qu'il y a du Leucophylla, quoi. C'est aussi vous voyez qu'il y a des petits poils un petit peu dessous l'opercule. Là, ça c'est une caractéristique aussi de Leucophylla. Et puis les fleurs qui sont rouges pourpre, rouge sombre. Bon, l'intérêt pour l'hybridation, c'est vraiment très simple, c'est les ocelles blanches, c'est la seule qui fait ça. Et, et c'est vraiment sympa, ça passe super bien à la descendance en plus. Aussi, comme on a dit, c'est une plante qui a une forte croissance en automne. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez sélectionner aussi parce que vous vivez dans une zone où vous pouvez vous le permettre, dans le sud de la France, par exemple, bah, c'est vraiment sympa. Alors, il y a un petit peu de variété aussi, un petit peu de différence. On a des trucs qui sont un peu plus rouges comme ça, mais ça passe un peu moins bien à la descendance. Même les variétés Alba comme ça passe pas si bien que ça, le côté Alba. Un petit peu au niveau de l'opercule, c'est-à-dire qu'on n'a plus des ocelles blanches, mais on a un opercule qui est plutôt blanc avec des veines vertes, quoi, ou rouges. Mais c'est pas le truc qui passe le mieux, on va dire. Et enfin, vous voyez, vous avez ce clone qui est très connu de Sarracenia leucophylla. Bah, ça, typiquement, c'est un leucophylla, maintenant vous savez, qui est introgressé avec un Flava varugeli. Donc en réalité, c'est plutôt un X murray qu'un vrai leucophylla pur, quoi. Sarracenia minor, alors chez moi, elle est pas du tout rustique, dans le sens où elle supporte le froid, le gel et tout, il n'y a pas de problème. Mais c'est toujours parmi les dernières à repartir au printemps, c'est la dernière qui fleurit, etc. Donc plutôt pour faire pousser en serre, je dirais. D'autant plus qu'elle pousse au printemps, mais c'est surtout en automne qu'elle va faire des jolis pièges. Donc c'est un peu comme le Leucophylla avant, c'est-à-dire que si vous êtes dans une région froide, elle va pousser un peu au printemps et elle va crever en fait avant d'avoir pu produire les pièges les plus beaux, quoi. Donc c'est un peu dommage. La couleur des fleurs, c'est jaune, et la couleur des pièges, bon, bah, c'est vert avec les ocelles blanches là derrière l'entrée du piège qui sont vraiment jolies et qui passent très bien à la descendance. Donc les caractéristiques propres, bah, c'est la forme un peu, vous avez vu, triangulaire là de l'opercule et du piège, et puis surtout bah, ces ocelles blanches là à l'arrière du piège qui sont vraiment magnifiques. Sarracenia minor fait aussi des fleurs qui sont vraiment moins hautes que les pièges. Donc voilà, si jamais vous avez un doute, ça peut vous donner aussi un indice. Donc l'intérêt pour l'hybridation de
de cette espèce-là, pour moi, c'est uniquement la forme des pièges et puis les ocelles blanches un peu comme ça, là. C'est une plante qui est très très peu utilisée dans les hybrides et c'est vraiment dommage parce qu'elle est, elle est vraiment, vraiment sympa, quoi. Sarracenia aureophylla, la mal-aimée un peu des Sarracenia, pour moi, c'est une des plus rustiques, voire peut-être la plus rustique avec Purpurea. Elle a une grosse poussée de croissance au printemps. Elle en a très peu, voire pas du tout en automne. Il y a quelques clones qui poussent un peu en automne, mais en réalité, c'est vraiment très rare. Généralement, en été, elle va faire les phyllodes et puis après, elle va crever tout doucement pour l'hiver, quoi. Moi, à partir de juillet, août, j'ai quasiment déjà plus de pièges, quoi. Mais par contre, bah voilà, si vous habitez dans une zone un peu froide, si vous voulez faire une tourbière extérieure, bah vous mettez des Oreophylla et vous allez avoir vraiment des super plantes pendant tout l'été. Elles vont être super belles et au moment où le froid va commencer à arriver, bah elles vont mourir petit à petit. Et vu qu'elles sont super rustiques, bah, ça posera aucun problème, quoi. La couleur des fleurs, c'est jaune et la couleur des pièges, c'est vert. Donc les caractéristiques propres, pour moi, c'est vraiment les phyllodes retournés vers le bas. Vous voyez ici, là, on voit pas très bien sur la photo. Ça, c'est les phyllodes de l'année dernière, enfin de l'année d'avant, de quand cette photo a été prise. Ça doit être une photo qui a été prise en mai, quelque chose comme ça. C'était des plantes à l'extérieur, ça. Je pense que ça a été pris en mai parce qu'on a encore des pièges là qui vont s'ouvrir. Et donc ça, c'est les phyllodes de l'année d'avant. Vous voyez, ils sont vraiment en arc de cercle comme ça, recourbés vers le bas. Ça, il n'y a que Oreophylla qui le fait. Donc si vous le voyez chez un hybride, bah, vous savez que ça, il y a du Oreophylla dedans parce qu'il n'y a que elle qui le fait. Ce qui peut donner un indice aussi, comme j'ai dit, c'est la grosse poussée de croissance printanière et quasiment rien après en automne. Et les fleurs font à peu près la taille du piège ou un peu moins haute. Alors que les autres sarracéniens ont des fleurs bien plus hautes que le piège. Et l'intérêt pour l'hybridation, pour moi, c'est la rusticité. Il y a de plus en plus d'hybrides qui sortent avec Oreophylla. Ça donne souvent des trucs un peu massifs, quoi, ouais, un peu massif, je trouve. Je sais pas si vous voyez laquelle c'est, la Dentadelle. C'est un hybride, je crois, entre Ruby Rare, que je vous montrerai après, et Oreophylla. Et en fait, ça donne un truc qui est vraiment beaucoup plus gros que les parents. Et ça arrive assez souvent chez Oreophylla. Ça donne des hybrides qui sont vraiment beaucoup plus balèzes que les parents, quoi. Et en plus de ça, ça donne des trucs rustiques qui craignent rien du tout et qui ont une croissance printanière incroyable. Psittacina, pareil chez moi, pas très rustique. Ouais, elle a tendance à aimer un peu plus le chaud, l'humidité, etc., le soleil. Elle pousse globalement toute l'année. Les pièges du printemps sont juste un peu plus petits et les pièges d'automne sont mieux formés, plus costauds, quoi. Un peu plus trapus, plus massifs. La couleur des fleurs, c'est rouge pourpre, et puis la couleur des pièges, bah, ça dépend, il y a du vert, du rouge, voilà. Bon, bah, celle-là, les caractéristiques, je pense qu'il n'y a pas trop besoin de s'étaler sur le sujet. On voit très bien la forme vraiment très, très particulière des pièges. Ça donne des hybrides, d'ailleurs, en première génération. Vous croisez Psittacina avec n'importe quelle autre espèce, ça donne à peu près la même plante. Parce qu'en fait, elle est tellement différente des autres espèces que bah, si ça fait un truc un peu intermédiaire entre les deux, ça ressemble un peu toujours à la même chose. Et puis, il y a aussi ce truc de pousser un peu en étoile autour du rhizome. Et pas, vous voyez, chez les autres espèces, on a le rhizome qui avance et puis les feuilles qui sortent comme ça du rhizome en avançant. Chez Psittacina, le rhizome, il monte en hauteur et les feuilles poussent en étoile autour. Donc ça peut être aussi une caractéristique. Enfin, comme je vous ai dit, pour l'hybridation, en première génération, c'est toujours un peu la même chose. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les hybrides en F2, c'est-à-dire en deuxième génération de Psittacina. Et ça vous donne toujours une entrée du piège un peu comme ça. Et moi, je trouve ça super beau. Et alors là, on peut vraiment se faire plaisir en hybridant avec n'importe quelle espèce. Et ça donne des trucs vraiment sympas. Et là, vous voyez, par exemple, c'est un hybride, si je dis pas de bêtises, entre, qu'est-ce que c'est Psittacina et quelque chose, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est même pas le Leucophila, et qui a été recroisé avec Rubra, et ça vous donne quand même des ocelles blanches et tout, qui sont quand même bien présentes hein, chez Psittacina, on le voit pas trop, mais il y a quand même des ocelles blanches, et ça passe assez bien, même 2 générations plus loin. Voilà, et puis ça donne des plantes souvent qui se divisent
assez bien, assez rapidement, qui font souvent plein de petites divisions un peu de partout autour du rhizome principal. Sarracenia purpurea, on a bientôt fini. Elle est pareil, super rustique. Bon, ça dépend des sous-espèces. Venosa est un peu moins rustique, mais bon, en général, ça craint pas grand-chose quand même au froid. Ça pousse bien toute l'année, mais chez moi, je trouve que en moyenne, ça pousse quand même un peu mieux à l'automne. En gros, plus la saison avance, plus les pièges sont massifs, quoi. Euh, les premiers pièges sont souvent assez fins, assez petits et tout. La couleur des fleurs, bah, ça dépend. Il y en a une sous-espèce, la variété qui fait des fleurs roses. Et sinon, le reste, c'est plutôt rouge-pourpre. Et la couleur des pièges, c'est vraiment rouge, quoi. Ça passe très bien à la descendance. Les caractéristiques propres, bah, c'est voilà cette forme un peu basse, un peu gonflée des pièges, un peu arrondi, quoi, un peu costaud. Généralement, ça donne des choses rouges. C'est souvent très pubescent, au moins sous l'opercule, quoi. Voir dans toute la plante si c'est hybridé avec Purpurea sous-espèce venosa. Et on a pareil aussi la pousse un peu en étoile autour du rhizome. Donc là, le rhizome est quelque part ici au milieu et vous avez des pièges qui sortent en étoile autour et le rhizome qui monte en hauteur au lieu de se déplacer sur les côtés. Et l'intérêt pour l'hybridation, bah, ça produit des pièges globalement toute l'année, donc c'est vraiment sympa. Bah après, ça dépend avec quoi vous l'hybridez, hein, mais dans l'idée, ça produit des pièges toute l'année. La forme des pièges est globalement assez similaire en première génération, vu qu'elle est super différente des autres espèces. Mais ça va vous donner toujours un truc un peu massif comme ça. Ça va vous donner de la rusticité à l'hybride, ça c'est sûr et certain. Et surtout, ça va vous faire garder les pièges en hiver. Parce que la Purpurea, elle garde la majorité de ses pièges en hiver, et du coup, ça vous fait des plantes qui sont assez belles en hiver. En plus, généralement très colorées, très rouges comme ça, donc c'est vraiment sympa, quoi. Et enfin, Sarracenia rubra. Bon, bah celle-là, elle est moyennement, enfin normalement rustique, on va dire. Elle pousse globalement toute l'année, plus en automne chez moi. Elle fait généralement des pièges un peu plus costauds, un peu plus massifs à la fin de la saison, vers septembre-octobre, mais en fait, depuis le début du printemps, elle produit quoi. Ces fleurs qui sont rouges pourpres et toutes petites, on a vu, et la couleur des pièges qui est plutôt vert, veiné d'ailleurs beaucoup, avec cet opercule un peu euh, par-dessus comme ça, un peu long. Bah voilà, c'est ce que je voulais vous dire là. Donc vous voyez, vous avez cet opercule un peu qui retombe un peu comme ça par-dessus, là, qui est assez caractéristique de Rubra. Et ces fleurs là, toutes petites et vraiment super belles, peut-être les plus belles fleurs de Sarracenia avec Flava, je trouve. Et on a une grosse différence entre les pièges de printemps et les pièges d'automne. Les pièges d'automne, comme je vous ai dit, sont plus massifs, les pièges de printemps plus fins, et ça se voit assez bien dans la descendance. Euh, et ça produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièges par contre. Et donc l'intérêt pour l'hybridation, bah voilà, la production de plein de pièges toute l'année, surtout à l'automne, et puis ça fait des plantes qui se divisent assez rapidement. Euh, je trouve qu'on n'a pas beaucoup joué avec Sarracenia rubra, c'est vraiment un truc qu'on a laissé un peu de côté, alors que encore une fois, il y a plein de sous-espèces, il y a plein de variétés, il y a plein de formes qu'on commence à trouver. On a des formes qui sont très très rouges et tout, et ça donne des trucs plutôt sympas après. Ok, on va parler maintenant de l'hybridation en tant que telle. Comment ça se passe et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, peut-être une des questions que vous pouvez vous poser, c'est quelle plante il faut hybrider, quelle plante on peut hybrider, voilà, quelles espèces on peut hybrider. Donc, comme je vous ai dit, les Sarracenia, elles s'hybrident toutes entre elles à l'infini. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez hybrider n'importe quoi avec n'importe quoi. Le problème, c'est que c'est parfois un peu compliqué parce que les fleurs, elles apparaissent pas au même moment. Là, on dirait pas sur la photo parce qu'il y a un peu de toutes les couleurs. Mais regardez, si on prend peut-être 1 ou 2 semaines avant la photo que vous avez vue avant, vous voyez que là, on a que des fleurs qui sont jaunes, en fait, jaunes et blanches. Bah, ça, typiquement, c'est Flava, et ça, c'est Alata. Donc là, vous avez tous les Flavales et Alata qui sont déjà en fleurs, même déjà en train de passer. Vous voyez, là, les pétales sont en train de tomber. Et derrière, ici, vous avez Leucophila qui commence à peine à préparer ses boutons et qui vont, là, ils vont s'ouvrir dans 1 semaine, quoi. Donc, ça peut être compliqué parce que dans les mêmes conditions, vous pouvez avoir des plantes qui fleurissent pas au même moment. Moi, j'essaie de jouer un peu avec ça en mettant des plantes à l'extérieur. Comme ça, typiquement, les flavas à l'extérieur vont fleurir en même temps que les, je sais pas, minors ou les leucophylla à l'intérieur, par exemple.
Au niveau de savoir quelle plante hybrider, bah, soit vous hybridez des plantes que vous aimez bien parce que vous les trouvez belles et vous vous dites, ah ouais, si je mélangeais ça avec ça, je vais avoir un truc sympa entre les deux et tout, parce que vous trouvez que la plante est super belle. Soit vous vous dites, ah bah mon climat, il est super froid, du coup il faut que je sélectionne des plantes plutôt rustiques. Donc là, vous allez hybrider, comme je vous ai dit, Flava, Oreophylla, Purpurea. Soit il fait super chaud chez vous et vous pouvez profiter des espèces plus tardives comme le Leucophylla ou Minor par exemple. Voilà, donc ça c'est vous qui choisissez. Ou soit vous faites complètement au pif. Et je vous avoue que moi les plus beaux hybrides que j'ai eus, c'était en faisant vraiment complètement au pif et ça a quand même très bien fonctionné. Et des fois vous avez même des surprises, vous avez des trucs que vous vous attendrez, enfin vous attendez pas du tout à la tête de la descendance et c'est même un truc qui a presque rien à voir avec les parents quoi. Surtout quand vous avez des hybrides complexes que vous hybridez entre eux. Du coup, comment il faut faire pour faire des hybrides, pour fabriquer des hybrides? Bon, bah déjà, ça se fait au printemps, quand vous avez les fleurs, comme ça. Vous savez maintenant où se trouve le pollen, etc., hein, je vous ai expliqué, c'est sous les pétales. Alors, vous pouvez polliniser soit avec un petit pinceau en allant récupérer le pollen comme ça dans le parapluie de la fleur, parce que le pollen, en fait, quand il est mûr, il tombe sur le parapluie de la fleur et il va rester ici mûr pendant à peu près 1 ou 2 semaines. Donc tant que vous n'avez pas de pollen dans le petit parapluie de la fleur, là ça sert à rien, enfin ça sert pas à grand chose d'aller essayer de bouger les étamines pour récupérer 3 grammes de pollen. Vraiment quand il est mûr, il tombe en quantité et vous pouvez le récupérer avec un pinceau. Moi je vous avoue que je le fais avec le doigt, ça marche très bien aussi. Vous passez le doigt comme ça enfin, dans le parapluie, vous récupérez plein de pollen et après vous allez le déposer comme ça sur les stigmates d'une autre fleur. Idéalement, si vous voulez vraiment faire un hybride, il faut faire la pollinisation plusieurs fois. Généralement, je ne sais pas si vous la faites 3, 4 fois, donc sur 3, 4 jours différents, vous êtes à peu près sûr que votre hybridation va fonctionner. Après, il y a des gens qui protègent les fleurs, vous savez, qui mettent un espèce de sac autour. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Des fois, ça fait un peu cramer la plante, donc il faut prendre des sacs un peu qui respirent. En réalité, si vous voulez pas vendre vos graines, enfin si vous voulez pas vous assurer absolument de la parenté et que en plus de ça, en vrai, vous hybridez comme ça 3, 4 fois de suite, 3, 4 jours de suite les fleurs, il y a quasiment aucune chance que vous ayez une pollinisation qui soit pas exactement ce que vous avez demandé. Mais bon, voilà, si vous voulez faire les choses vraiment bien, 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 vous pouvez mettre un sac autour de la fleur même avant qu'elle s'ouvre pour éviter qu'il y ait des problèmes. Polliniser manuellement comme ça tous les 3, 4 jours en remettant bien le sac après. Mais pour de vrai, c'est pas nécessaire. Si vous voulez juste vous amuser un peu, c'est pas nécessaire. Alors ça, c'est une autre question qui revient assez souvent. C'est quoi la différence entre le pied mère et le pied père? On parle souvent de ça dans les hybrides. Le pied mère, c'est le pied qui porte les graines et le pied père, c'est le pied qui amène le pollen. Normalement, biologiquement, on va dire, ou génétiquement, il y a plus de matériel génétique qui est transmis du pied mère, parce que le pied mère transmet d'autres choses comme les chloroplastes, les mitochondries, etc., qui ont aussi de l'ADN, en dehors de l'ADN du noyau, quoi. Donc, normalement, la descendance ressemble toujours plus au pied mère qu'au pied père, parce qu'on a un peu plus de génétique du pied mère que du pied père. En réalité, ça c'est la théorie, mais en réalité, moi chez les Sarracenia, j'ai jamais vu de différence. Par exemple, là sur ces 4 hybrides que vous voyez, donc ces 4 X areolata, il y en a 2 qui ont comme pied mère alata et 2 qui ont comme pied mère leucophylla. Et franchement, moi je vois pas de différence notable entre toutes ces plantes-là. Et si vous voulez savoir, c'est ça. Donc ici c'est leucophylla X alata et là c'est alata X leucophylla. En vrai, il n'y a pas vraiment, de différence, quoi. Du coup, on s'en fiche un peu. Moi-même, je vous conseille de prendre le pied mère, la plante qui produit le plus de graines. Généralement, tous les hybrides à base de purpurea ou flava, par exemple, qui font des grosses fleurs, ça porte beaucoup plus de graines et donc essayez de les prendre plutôt en pied mère parce que comme ça, vous allez avoir plus de graines, en fait, tout simplement. Donc, quand donc, vous pollinisez votre fleur, le fruit, donc c'est ça, il va maturer pendant toute l'année, toute la saison.
Et puis aux alentours de fin septembre, octobre, par là, il va commencer à sécher, à être bien gonflé comme ça et à sécher. Et à ce moment-là, vous pouvez le récolter quand il commence à s'ouvrir. Je ne sais pas si vous voyez ici, par exemple, il y a des petites fentes un peu qui commencent à s'ouvrir ici aussi, et on commence à voir les graines. Bon, bah là, c'est que les graines sont déjà mûres. Vous pouvez même récolter un peu avant. Mais si vous voulez être sûr, vous attendez que le fruit s'ouvre de lui-même pour libérer les graines, en fait. Et quand vous voyez donc que ça s'est tout craquelé comme ça, bah, vous pouvez récolter. Normalement, si le fruit grossit, c'est que vous avez des graines dedans. Donc vous pouvez à peu près être sûr que l'hybridation a fonctionné si le fruit grossit, mais c'est pas toujours vrai. C'est-à-dire que des fois, vous allez avoir un fruit énorme et en fait, dedans, ça va être vide, quoi. Ça arrive assez souvent. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez récolter les graines. Moi, je vous conseille de couper la hampe, de la mettre à l'intérieur parce qu'au moindre coup de vent, les graines s'envolent sur une feuille blanche, quoi. Et puis vous récupérez les graines comme ça. Et vous pouvez donc conserver les graines, si vous voulez, au frigo, par exemple, toute l'année, ou alors les semer directement. Pourquoi les semer directement donc en automne ou les conserver au frigo? Parce que les sarracénias, vu que c'est des plantes qui ont besoin d'une période de repos, elles ont besoin d'une stratification, ça s'appelle, c'est-à-dire que les graines doivent passer par un moment froid et ou humide pour ramollir, si vous voulez, la couche externe de la graine et enclencher la germination quand les températures remontent, quoi. Donc, si vous semez vos graines juste après la récolte, vous allez avoir une stratification naturelle parce que les graines vont passer l'hiver dehors ou dans votre serre ou n'importe quoi, à l'humidité, au froid, et donc au printemps, ça va germer sans aucun problème. Ou alors, vous préférez semer au printemps, et à ce moment-là, les graines, il faut les mettre dans une petite enveloppe en papier, là, on a déjà montré plusieurs fois avec Laurent comment faire les petites enveloppes. Vous les mettez au frigo, au sec, si possible, et pour pas que ça pourrisse, quoi. Vous semez donc au printemps, si possible un peu tôt, vers fin février, mars, quoi. Mars, c'est pas mal, histoire qu'elle puisse quand même prendre un peu le froid et l'humidité du printemps. Une fois que vous avez semé donc vos graines, c'est le printemps. Quand les températures remontent, que la durée du jour s'allonge et tout, moi je vous conseille de mettre vos pots avec vos graines un petit peu au soleil, pas forcément toute la journée, sinon ça va sécher la graine, mais voilà, soleil du matin ou de la fin d'après-midi par exemple, c'est très bien. Et à partir de, je sais pas, moi je dirais autour de mi-mai, fin mai, début juin, les graines vont commencer à germer. Et à ce moment-là, bah, elles vont commencer à pousser. Donc là, typiquement, c'est des plantules que vous voyez là, de 4 mois, plus ou moins, hein. Au bout de 7 mois, ça ressemble encore à peu près à ça. Donc là, c'est vraiment la fin de la saison. Ça doit être novembre, octobre, novembre. Donc vous voyez des plantes qui ont germé peut-être en, je sais pas, avril, mai, quelque chose comme ça. Donc 6 mois, on va dire, 6-7 mois. Euh, après, vos plantes, elles vont continuer à grandir. Au bout de 1 an, ça ressemble à peu près à ça. Donc là, on commence à avoir, vous voyez, quelques caractéristiques, on va dire, des futures plantes, quoi, des futurs hybrides. Moi, je vous conseille d'attendre au moins 1 an avant de commencer à rempoter, à faire des choses comme ça, parce qu'il y a des graines qui vont pas germer la première saison, mais qui vont germer la deuxième saison. C'est-à-dire que vous voyez vos plantes qui germent au mois de mai, vous leur laissez passer l'été, et généralement, parfois en automne, parfois au printemps suivant, vous avez d'autres graines qui germent. Donc, si vous avez le temps et la place, vous pouvez laisser germer comme ça vos graines pendant 1 an et les laisser dans le même pot, quoi. Après environ 1 an et demi, ça ressemble à ça. Et là, vous voyez qu'on commence à avoir quelques caractéristiques. On commence à deviner un peu les différences entre les différents hybrides, quoi. On commence à voir les caractéristiques des plantes. Et après 2 ans, vous pouvez commencer à sélectionner. Parce qu'au bout de 2 ans, ça ressemble à ça. Quelques petits tips, quelques petits conseils pour la croissance des plantules. Au bout de 1 an, c'est pas mal de les rempoter pour leur donner de la place, peut-être 1 an et demi ou voire 2 ans, quoi. C'est possible de faire sauter le premier hiver, c'est-à-dire de les rentrer au chaud sous lampe à partir de octobre, novembre. Et puis comme ça, en fait, elles vont continuer à pousser et au printemps suivant, elles auront presque déjà la taille qu'elles auraient à la fin de l'année suivante. Donc vous gagnez à peu près 6 mois par hiver que vous faites passer à l'intérieur. Le premier hiver, c'est possible. Le deuxième aussi, si vraiment vous êtes très 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 pressé. Mais c'est pas nécessaire.
Et alors, j'avais vu aussi la question de l'engrais pour les plantules. Moi, j'utilise pas l'engrais. J'avais essayé l'osmocote plusieurs fois. J'ai pas trouvé ça très concluant en réalité par rapport à d'autres plantes. J'ai même cramé en fait pas mal de plantules. J'ai pas vu vraiment de différence de croissance et tout. Bon, ça m'a pas paru fantastique. Par contre, ce que je conseille vraiment, vraiment et qui marche à fond, c'est de nourrir les plantes. À partir d'environ 1 an, là, vous voyez quand elles ont à peu près cette taille-là, là, qu'elles commencent à avoir des pièges un peu bien formés, bah, vous prenez des petites pipettes de poisson, vous mettez de la nourriture pour poisson que vous touillez un peu pour bien diluer dans l'eau, et puis toutes les semaines, par exemple, et ben, vous venez remplir avec une pipette, vous venez remplir tous les petits pièges comme ça, vous déposez une goutte dedans, et alors là, ça les fait pousser vraiment, enfin, ça leur fait vraiment gagner, moi je trouve, ça leur fait gagner du temps de fou, quoi. Ok, la dernière petite partie sur maintenant la sélection des plantules, histoire d'avoir des traits sympathiques. Donc les premières sélections de plantules, vous pouvez les faire après environ 2 ans. Là, typiquement, c'est une plante qui a 2 ans à peu près. Vous voyez, on voit déjà, ben, moi c'est ce que je voulais sélectionner évidemment, hein, les veines inversées là. Et donc là, moi, si je vois cette plante-là comme ça, je me dis, bon, bah celle-là, je vais déjà la sélectionner, c'est sûr, parce qu'elle a des caractéristiques assez visibles et assez tôt en plus dans la croissance, quoi. Moi, je conseille de ne pas jeter de plantules. Avant, je le faisais. Maintenant, je le fais plus. Je préfère les donner en fait à des gens, quoi, quand les gens me commandent des plantes et tout. Parce qu'en fait, il y a certaines plantes qui peuvent être super moches ou super banales pendant 3, 4, 5 ans, et qui en fait, la 7e année, ça va donner un truc de fou, quoi. En plus de ça, il y a des plantes qui poussent pas très vite, il y a des plantes qui poussent beaucoup plus vite. Ça dépend de l'hybridation, mais ça dépend aussi juste de, bah, je sais pas, où c'est placé dans votre serre, si vous aviez mis beaucoup de graines ou pas dans les pots, etc. Enfin, ça dépend de plein de trucs, quoi. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les plantules qui sont les plus rapides à pousser, c'est pas forcément celles qui vont être les plus rustiques ou les plus fortes ou les plus rapides de croissance après. Et l'inversement est vrai aussi, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un truc qui traîne depuis 7-8 ans qui est tout petit, et d'un coup se mettre à décoller et ça va être en fait la plante la plus rustique et la plus forte de toutes enfin de toutes ses frères et sœurs, quoi. Donc c'est un peu un piège ce genre de truc là de dire ah bah telle plante elle est plus grande du coup je vais la sélectionner. C'est pas forcément vrai, ça peut juste venir du fait qu'elle a réussi à choper un petit peu plus de nutriments que ses voisines à un moment donné, du coup elle a fait plus de racines et ça fait un peu effet boule de neige, quoi. Mais en tout cas, moi, je conseille d'isoler celles qui sortent du lot assez rapidement. Comme ça vous fait de la place et ça vous force à rempoter aussi. Et comme ça, assez rapidement, vous pouvez voir aussi si les plantes, elles valent le coup ou pas, quoi. Alors, à quoi s'attendre dans les hybridations? Euh, Chez les hybridations simples, c'est-à-dire entre deux espèces, typiquement ici, c'est Leucophila et Alata, vous allez avoir des plantules qui sont très similaires. Là, on a plein d'hybridations différentes entre différents clones de Flava et de Alata et de Leucophila, pardon. Et vous voyez qu'en gros, elles ont toutes plus ou moins la même tête, quoi, à peu de choses près. Donc en fait, dans ce genre d'hybridation simple, entre deux espèces, on peut faire une sélection assez rapide au bout de 3, 4 ans. Bah voilà, vous savez déjà quelle plante va être plutôt sympa, quelle plante va être plus basique, donc ça va assez vite. Chez les hybrides complexes, avec 3 parents ou plus, bah, les plantules, elles vont être très différentes. Parce que les plantules, elles vont avoir des caractéristiques des grands-parents qui vont ressortir ou des arrière-grands-parents, etc. Et donc, il va y avoir une variation beaucoup plus grande dans la descendance. Par exemple, là, c'est une hybridation entre Adier, qui est un hybride très complexe, et Leucophila. Et vous voyez que vous avez des plantes très vertes, avec l'opercule recourbé, des plantes avec l'opercule ouverte, très verte, même blanche quasiment, des plantes rouges. Voilà, donc vous avez des formes un peu différentes, des couleurs super différentes. Et voilà, quand vous avez des hybrides complexes que vous hybridez, ça prend plus de temps. Il faut au moins attendre 5-6 ans, quoi. Comme je vous ai dit, il y a des caractéristiques qui peuvent ressortir après 2 voire 3 générations sans aucun problème. Peut-être même plus que ça. J'ai juste pas essayé. Par exemple, cette plante-là, elle a des petites veines inversées, du coup j'aime bien. Et vous voyez qu'elle a des ocelles blanches, donc des petits points blancs qui viennent donc de Leucophila. Maintenant, vous savez, l'opercule un petit peu ondulé, là, vous voyez, les ocelles blanches, bon, bah ça vient de Leucophila. Surtout les ocelles blanches sur l'opercule, comme ça, il n'y a que elle qui fait ça, donc c'est vite fait. Sauf que cette plante-là, c'est un hybride entre une plante que j'ai appelée HNI12, hybride non identifié, 12, et Adier.
Achenidus, c'est Oreophylla avec un autre truc, mais pas de Leucophylla, c'est sûr. Adier, c'est un hybride entre Purpurea et Flava wallata, hybridé avec un X murray, donc avec un Flava X Leucophylla. Donc en fait, ce que vous voyez ici, les ocelles blanches, c'est des trucs qui viennent de la plante qui est en fait l'arrière-grand-parent de cette plante-là. Donc vous voyez qu'il y a des caractéristiques, surtout dans les hybrides complexes, qui peuvent ressortir vraiment longtemps après. Donc ça reste un peu dans le patrimoine génétique, et puis des fois ça sort, des fois non. Moi, dans les plantules de ces hybridations, j'en ai pas mal avec des ocelles blanches, mais pas toutes. J'en ai qui en ont pas du tout, par exemple. Donc voilà, ça dépend. Et enfin, dernier petit point là-dessus, on m'a posé la question de l'avantage et des inconvénients d'avoir les plantes en serre ou à l'extérieur. Pour moi, c'est pas très important. Vous avez juste sélectionné des trucs différents. En serre, les plantes, là par exemple, c'est la même plante, hein, Sarracenia dentadelle. À l'intérieur, elle va être super belle, bien rouge comme ça, super jolie. À l'extérieur, elle va être plus ramassée, plus trapue. Voilà, donc ça, c'est vraiment différent. Moi, je conseille plutôt de sélectionner en serre parce que les plantes sont plus jolies, sont plus rouges et tout. Si vous voulez des trucs qui sont costauds, rustiques, vous sélectionnez directement à l'extérieur et comme ça, il n'y a pas de, il y a pas de problème. Et en plus, vous allez sélectionner les plantes les plus belles dans vos conditions à l'extérieur. Parce que tous les super clones comme ça, euh, vous pouvez avoir des plantes très belles, très colorées, qui ont été toujours en fait poussées en serre, et vous allez les planter dans votre tourbière à l'extérieur, et en fait elles vont être vertes et un peu basiques, quoi. Donc faut faire un peu attention à ça. Allez, pour terminer, je vous mets juste quelques petits exemples, et je vais vous faire jouer après un petit quiz, si vous êtes encore là, si vous avez encore, si vous n'avez pas trop sommeil, je vais aller vite. Je voulais juste vous parler vite fait des veines inversées. Là, j'en ai parlé pas mal. Vous savez que j'aime bien ce genre d'hybridation. J'essaie de trouver un petit peu d'où ça sort, toutes ces choses-là. Par exemple, j'ai fait un hybride entre un Flava, Var Maxima et Leucophylla. Donc ça, c'est un X Morei. Cette plante-là, qui est très verte, avec l'opercule blanc, je l'ai croisée avec une plante complètement à l'opposé, plus trapue, rouge pourpre, quoi, quasiment noire. Et ça a donné Sarracenia adier, qui ressemble un peu à ça. Donc à peu près entre les deux. Vous voyez qu'elle a des caractéristiques des deux parents, hein. Le petit éperon ici, il vient vraiment de cette plante-là. L'opercule un peu ondulé, la forme un peu générale, ça vient d'ici. Mais la couleur, la forme du tube, l'aile, etc., ça vient plutôt de cette plante-là. Et ben cette plante, vous voyez, je ne sais pas si on voit d'ailleurs ici, mais elle a déjà des veines inversées. Donc j'ai l'impression que si vous croisez des plantes très très vertes avec des plantes très très rouges, vous pouvez avoir des veines inversées comme ça. Maintenant, cette plante-là, je l'ai recroisée avec une plante vraiment basique, quoi. C'est juste qu'elles étaient en fleurs en même temps. Je me suis dit, bon, bah allez, je vais les croiser, alors que vraiment, celle-ci, elle a rien de spécial, je trouve. C'est un hybride à base d'Oreophylla, donc très costaud, etc. Mais bon, visuellement, je la trouve pas exceptionnelle, quoi, alors que celle-là est plutôt sympa. Mais cette plante-là, elle a tendance à faire des pièges qui retombent un petit peu. Vous voyez, elle tient pas bien droite, elle est pas bien costaud et tout. Si vous la mettez dehors, elle va plier, etc. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais la croiser avec celle-là. Celle-là, elle est bien costaud, bien rustique. On va voir ce que ça donne. Et en fait, bah, ça va donner tous ces hybrides que j'ai avec des veines inversées vraiment magnifiques, quoi. Et qui ont des caractéristiques un peu entre les deux espèces, mais qui ont des veines inversées qui sont vraiment ressorties à fond, quoi. Et du coup, qui sont assez rustiques parce qu'il bah, y a de l'hybridation avec du Oreophylla en génétique. Enfin, j'ai hybridé ces deux espèces que je vous ai déjà montrées entre elles et ça a donné des trucs avec aussi des veines inversées. Alors c'est moins visible, mais ça a donné aussi des veines inversées. Du coup, je pensais avoir trouvé un petit peu le responsable. Je me suis dit, bon, bah, c'est cette plante-là, je pense que c'est celle-là qui donne les veines inversées, quoi, parce qu'elle était présente dans la première hybridation et dans la deuxième. Mais en fait, du coup, j'ai hybridé cette plante-là très très rouge sombre avec une plante plus vert clair, quoi, un Flava Maxima. Et ça m'a donné des hybrides, encore une fois, avec des veines inversées. Donc je pense qu'il y a quand même un truc à creuser chez les Sarracenia Flava Var Maxima et les Var Cuprea. J'ai l'impression que quand il y a quelque chose comme ça qui est mélangé, dans l'hybridation, à la deuxième génération, troisième génération, il peut y avoir des veines inversées qui ressortent. Je sais qu'il y a pas mal de X-Cates Bailly, c'est-à-dire Purpurea hybridée avec Flava, qui sortent avec des veines inversées et qui sont très rouges, donc avec des veines très blanches, parce que c'est hybridé avec un Flava Maxima, par exemple.
Bref, du coup, c'est encore un peu mystérieux, mais je continue mon investigation pour savoir exactement d'où viennent ces veines inversées. Allez, pour terminer vraiment super rapidement, je ne sais pas s'il y a encore des gens sur le chat, je vais regarder. Je voulais juste vous faire un petit quiz si vous voulez jouer. David, si tu veux, et Laurent, si vous voulez jouer aussi, n'hésitez pas, les deux Laurent, je ne sais pas si vous êtes encore là. Du coup, je vais vous montrer des hybrides de Sarracenia et vous allez me dire, selon vous, quels sont les parents. On va commencer avec quelque chose de vraiment facile. J'ai fait plusieurs niveaux. Il y a facile, moyen et difficile. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, Ughelli et le Kofila. Et le co, ouais. Exactement. Donc là, on a Sarracenia X Murray. Donc un hybride entre la Flava varugeli, je ne l'ai pas mis, mais évidemment c'est celle-là parce qu'on a la tache rouge ici, il n'y a que cette plante-là qu'il a. Et le Kofila parce que vous avez les ocelles blanches. Ok, super. Facile. Niveau 2. Ah, attendez, pardon, je vous avais mis des photos exactement des parents d'ailleurs pour vous rendre compte. Donc là, on a vraiment un truc intermédiaire entre les deux parents. Oh, c'est flagrant, ouais. Alors, cette deuxième espèce, pareil, c'est assez facile. Ah, ça c'est Courti, Est-ce que vous avez des idées dans le chat? À quoi ça vous fait penser comme espèce existante? Psittacina. Ça fait Psittacina. Ouais. Ouais. Psittacina par quelque chose, Psittacina dit X quelque chose, ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que ça pourrait être l'autre pour que ça ait vraiment cette forme, vous voyez, bas, Moi, en étoile autour du rhizome? Du purpuréa. Moi, je dirais purpu, non? Ouais, Purpuréa. Exactement, c'est Psittacina hybridé avec purpuréa, donc Sarracenia X courti. Si c'était Psittacina hybridé avec un autre type de Sarracenia, on aurait eu des pièges plus en hauteur, plus élancés, mais avec une ouverture du piège un peu similaire, mais un truc un peu plus en hauteur. Là, c'est vraiment un truc très bas, très ramassé, et en fait, bah, c'est vraiment un truc intermédiaire entre ces deux-là, mais qui garde la caractéristique en fait qu'elles ont en commun, c'est-à-dire le fait de rester petite et d'avoir les pièges un peu en étoile comme ça autour du rhizome. Niveau moyen. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Ça ne veut pas dire que l'hybridation est plus compliquée, c'est juste que c'est plus compliqué de voir les parents, je dirais. Il y a un des parents qui est assez évident, où il y a des caractéristiques vraiment visibles. Moi, je pense déjà il y a du rubra. Exactement, il y a du rubra. Très bien. Pour moi, c'était le compliqué de cet hybride, mais oui, il y a du rubra, exactement. Et c'est même du rubra alabamensis. Ouais, avec la forme du chapeau un peu comme ça qui retombe là. Exactement. Et l'autre parent. L'autre, forcément, c'est le Leucophila par rapport aux ocelles blanches que tu disais sur le chapeau. Exactement. C'est exactement ça. T'as vu, j'ai bien écouté, hein. Bon élève. T'as vu, hein, putain. Donc ça, c'est un X-Ready. On n'en voit pas beaucoup des X-Ready. En fait, on en a un ou deux en vente un peu dans les jardineries. En tout cas, à l'époque, il y avait des X-Ready en vente dans les jardineries ou les X-Stevensi, là, comme vous connaissez peut-être. Et en fait, ça, c'est un X-Ready que j'ai fait moi-même entre un Leucophila et un Rubra alabamensis, exactement entre ces deux plantes-là. Et donc, on a un truc un peu intermédiaire entre les deux, quoi. Voilà. Ouais, elle est chouette, hein. Très chouette. Avec, vous voyez, la forme du piège un peu qui retombe là, comme ça, le péristome, ça vient vraiment de alabamensis, et puis les ocelles blanches qui viennent plutôt de Leucophila. Enfin bon, sympa, quoi. Ouais, allez, c'est bientôt fini. Là, c'est un niveau un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce que vous voyez? Quelles caractéristiques vous voyez dans cet hybride-là? Il y a du halata, c'est sûr. Il n'y a pas de halata. Ah, pas, sérieux. À la forme du chapeau. Ouais. Ça aurait pu. Il n'y a pas de halata. À la forme du chapeau, ouais, ok. Ça dit Oreophila dans le rubra, dans le chat. Alors, Oreophila, oui. Rubra. Moi, je dirais qu'il y a de l'atropurpurea par rapport au fait que l'intérieur de l'urne soit rouge comme ça, non? Exactement. Il y a du flava, en tout cas, flava. Ouais, flava, Oreophila, et une autre espèce, une troisième espèce qui est un peu plus loin dans le croisement. Flava X-Pitacina. Non. Regardez, les pièges, ils sont un peu... ça, c'est sa forme adulte. Hein. Elle n'est pas très grande, elle fait 30 cm de haut.
Ah, bah, il y a du rubra, alors. Crapu. Ah, attendez. Du rubra? Non, c'est du purpurea. Purpuré, Ouais. ok. Il y a du Donc, en purpurea fait, là-dedans? Ouais. En fait, regardez, ça c'est un hybride entre ces deux plantes-là. Donc ça, c'est Purpurea hybridé avec Oreophylla. Et le tout Ok. qui a été réhybridé avec un Flava var rubricorpora. Donc ce qui pouvait vous donner l'idée du Flava rubricorpora, bah, c'est la couleur rouge complète, là, complètement rouge, avec Purpurea en plus qui donne un truc vraiment complètement rouge. Et bon, vous pouviez pas le savoir juste avec la photo, mais vous voyez les pièges bien arrondis comme ça ressemble un peu à Flava, et surtout ça ressemble un peu à Oreophylla. Et c'est une plante qui est super rustique, quoi. Les pièges durent toute l'année, elle est super balèze, elle pousse super bien au printemps, elle pousse super bien à l'automne, enfin voilà. Bon, maintenant le niveau extrême, je vais pas vous faire jouer, mais là ça Ok. c'est un truc juste. Est-ce que vous voyez, moi je trouve qu'il y a une espèce qu'on voit énormément alors qu'elle est très très loin dans la parenté, mais je trouve qu'on voit beaucoup Psittacina, je sais pas si vous êtes d'accord. Quand on l'hybride comme ça, après une ou deux générations, enfin après plutôt 2 ou 3 générations, on a ce genre de truc, de forme un peu comme ça qui ressort. Et ça, c'est, voilà. Watcha, ok. Ouais. Bon, Enfin, voilà, vous voyez, déjà, il y a du, c'est, il y a du, Leucophila, c'est sûr. il y a du Leucophila. Ouais. Leucophila, Leucophila, ouais. ouais. Ah ouais. Les autres, ah bah, Ouais, il y a c'est tout dur. en fait, donc Il y a- quasiment. Ouais, mais surtout là, après de savoir qui est où, on va dire, dans l'arbre généalogique, là, ça devient un Ouais, peu c'est ça. compliqué quand même. Là, c'est complexe, ouais. Ah, c'est le problème des Voilà. hybrides complexes. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Désolé, ça a été très long. J'avais fait un truc très Ah, long. c'est super, Mais merci beaucoup. si vous Vraiment, avez- C'était Ouais, franchement. n'hésitez pas. On a été franchement gâtés. génial. Ouais, Très j'ai- content, merci. Hein. Franchement, c'était trop J'ai- Je cool. me suis dit que les gens pourraient revenir dessus s'ils avaient un doute ou s'ils voulaient voir un truc spécifique. Donc je me suis dit, allez, Carrément, autant c'est un faire guide, truc un peu quoi. exhaustif. Le guide, Et c'est puis, vraiment voilà. ça, quoi.